Bonjour, donc bonjour à tous. Je vais vous parler des patients qu'on va dire exceptionnels. Donc, quand on parle du mélanome uval, comme toujours, quand on parle d'une maladie, en général, on vous parle de moyenne, de médiane, de en général. Mais évidemment, tous les patients et toutes les maladies sont particulières. Et ce dont je voulais parler, c'est des patients et des maladies qui sont très particulières, exceptionnelles. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ces cas? Donc, Dr Piperno, pardon, a déjà évoqué le patient qu'elle traitait. Pour vous faire un petit peu l'histoire de la maladie, c'était une histoire qui commençait pas bien avec le diagnostic d'un mélanome uval, une énucléation et très vite une récidive dans le foie, traitée par chirurgie et une deuxième récidive très rapide. Donc une maladie qui ne va pas bien du tout, qui est traitée par le docteur Piperno par immunothérapie et là, les choses s'améliorent très très vite. Là, c'est quelque chose qu'on fait dans l'Institut, qui est la mesure de l'ADN circulant, et on voit que l'ADN circulant était élevé au moment de la récidive. Donc là, je vous ai parlé de l'histoire de cette maladie avec le départ, avec le diagnostic d'une tumeur dans l'œil, et traitée par énucléation, une chirurgie hépatique, qui traite une récidive métastatique, une récidive, un traitement par le docteur Piperno qui prescrit une immunothérapie. Et puis ce qu'on voit, c'est que les métastases dans le foie, dans le poumon, dans l'os, vont régresser et quasiment disparaître très très vite. Et on voit l'ADN circulant, qui est un marqueur qu'on utilise à titre de recherche, qui disparaît. Donc évidemment, on était extrêmement intrigué par ce patient. On a essayé de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passait. Et donc, on a fait énormément de travail dans l'équipe. Et ce qu'on a vu tout de suite, c'est que c'était un patient qui avait énormément de mutations dans sa tumeur. Donc, la tumeur était extrêmement mutée, à peu près autant mutée qu'un mélanome cutané qui lui aussi répond bien à l'immunothérapie. On voyait que c'était des mutations très particulières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours le même type de mutation. Et après un peu de temps, on a fini par identifier la mutation coupable, qui était une mutation d'un gène qu'on ne connaissait pas dans l'équipe, qui s'appelle MBD4, et qui prend en charge la réparation de certaines lésions de l'ADN. Ce qui était logique, c'est quand ce gène est inactivé, on avait les lésions que ce gène est censé réparer. On a pu rechercher dans la littérature s'il n'y avait pas d'autres cas avec un tel phénotype. On a pu identifier 2 autres cas, dont un mélanome uvéal publié dans la cohorte internationale TCGA, et on a pu faire cette première publication avec le docteur Rodriguez, qui montrait l'excellente réponse à l'immunothérapie d'un patient muté pour le gène MBD4. Ça a été notre première, on va dire, découverte importante grâce à ce patient unique. Le deuxième travail qu'on a fait, c'est notre raisonnement, c'est dans un mélanome uvéal normal, pas normal, mais un mélanome uvéal qui n'est pas muté pour le gène MBD4, le docteur Piperno vous a dit que c'était des tumeurs qui accumulaient très très peu de mutations, que je représente avec ces traits rouges. On considère que quand on fait le diagnostic de la maladie, il y a moins de 20 mutations qui vont survenir dans les gènes importants. Au contraire, dans cette forme particulière
où le gène MBD4 est inactivé, il va y avoir une accumulation 10 à 20 fois plus importante de ces mutations. Et donc, notre raisonnement, ça a été, est-ce qu'on peut utiliser la survenue de ces mutations comme une horloge biologique, et ça pour comprendre l'histoire de la maladie. Et c'est ce qu'on a pu faire dans ce travail qu'a réalisé le docteur Rodriguez, où on a pu, alors les raisonnements sont un petit peu compliqués, mais on a pu analyser tout à fait en détail deux patients inactivés pour le gène MBD4, et on a pu reconstituer, c'est un jeu un petit peu de devinette, on a vraiment fait du Sherlock Holmes là-dedans, on a pu reconstituer quelles étaient les altérations, la perte du chromosome 3, la perte du chromosome 2, la duplication du chromosome 2, quelles étaient les altérations qui étaient survenues et à peu près quand est-ce qu'elles étaient survenues grâce à l'utilisation de l'horloge biologique que crée l'inactivation du gène MBD4, donc avec un deuxième travail. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les altérations du gène MBD4 qu'on avait identifiées dans cette première publication, elles étaient en fait liées à une première mutation qui est non pas survenue dans la tumeur, mais qui était présente chez le patient, dans son ADN héréditaire, hérité de ses parents, avec comme deuxième altération, une altération dont vous avez déjà entendu parler, qui est la perte du chromosome 3. Et donc, la présence d'une mutation héréditaire, on s'est posé la question, est-ce que ces altérations héréditaires du gène MBD4 pourraient prédisposer au mélanome uvéal? On savait que c'était des mutations qui étaient rares, donc on a pris une série de plus d'1 millier de patients traités à l'Institut Curie pour mélanome uvéal. On a séquencé le gène MBD4, on a trouvé un certain nombre de mutations, on a pu montrer que ces mutations étaient 10 fois plus fréquentes que dans la population contrôle, la population générale qui n'est pas mutée qui n'est pas atteinte de mélanome uvéal. Et dans les patients chez qui on retrouvait la mutation MBD4, on a pu vérifier que eux aussi, les tumeurs avaient les mêmes particularités dont je vous ai parlé, c'est de l'accumulation d'un grand nombre de mutations et toujours le même type de mutation. Donc on avait pu démontrer par ce travail que les mutations héréditaires du gène MBD4 prédisposaient bien au mélanome uvéal, et cette information a été transmise au service de génétique médicale, et donc maintenant, MBD4, on ne sait pas très bien comment l'utiliser dans la génétique médicale, mais maintenant on l'évalue en génétique médicale pour savoir dans quelle mesure il doit être pris en charge dans le diagnostic de cancer héréditaire. Une des questions très importantes, évidemment, c'est on n'avait qu'un cas de mélanome uvéal inactivé pour MBD4 et qui avait répondu à l'immunothérapie. Donc, est-ce que c'était une coïncidence, un événement fortuit? On pensait que non, à cause de l'accumulation de mutations qui sont en général tout à fait associées à la réponse à l'immunothérapie, mais on a voulu le vérifier. Et donc ça, c'est un travail de thèse de médecine par une ancienne étudiante du laboratoire, Mathilde Saint-Guillain, dirigée par le docteur Rodriguez. Et c'est une analyse rétrospective de tous les patients avec mélanome uvéal traités par immunothérapie en France entre 2012 et 2019, pour être précis. Et dans ce travail, on a pu identifier 4 patients avec une mutation MBD4, 3 de ces patients avec une réponse favorable, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on observe dans la population générale, comme le docteur Piperno vous l'a dit. Et de façon très, très étonnante, un des patients qui n'avait pas répondu à l'immunothérapie a répondu à une autre drogue. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous,
reste une question tout à fait ouverte et un prochain sujet de recherche. Donc, énormément de contributions qu'on a pu faire juste avec l'étude à partir de l'étude d'un patient exceptionnel. Donc, on a défini cette étude des réponses thérapeutiques exceptionnelles comme une priorité dans notre stratégie de recherche à l'Institut Curie, avec une étude systématique de tous les patients qui présentaient de telles réponses. Grâce à un don, on va pouvoir avoir un assistant de recherche clinique dédié à cette étude. Et dans le centre de recherche et dans mon équipe, on a pour mission d'analyser tous ces cas un petit peu exceptionnels, comme des réponses exceptionnelles à l'immunothérapie, mais chez qui on ne retrouve pas de mutation MBD4, on en a un certain nombre, des réponses exceptionnelles à d'autres traitements, que ce soit conventionnels ou des traitements expérimentaux. Je vous en ai donné un exemple avec une thérapie ciblée, ou toute autre situation exceptionnelle. Le docteur Piperno, par exemple, a fait allusion à une situation qui est très étonnante, avec des patients qui ont des formes métastatiques, mais qui vont avoir une survie très prolongée en dehors de tout traitement, et c'est quelque chose qui est un autre sujet d'étude. Donc voilà, les conclusions de ce court topo, c'est la recherche sur le mélanome uvéal, elle doit être en étroite collaboration avec les médecins et les chercheurs, et vous, les patients. Le consentement institutionnel qu'on vous fait signer quand on pose le diagnostic de mélanome uvéal, vous voyez à quel point c'est indispensable pour cette recherche médico-scientifique. Et on espère que la recherche sur des répondeurs exceptionnels, donc des patients exceptionnels, mais on pense que ça peut améliorer la prise en charge de tous les patients en adaptant au mieux le traitement à chaque patient, à chaque tumeur. C'est ce que André a fait comme allusion sur une future médecine personnalisée, dite encore en médecine de précision. Et c'est un travail lourd. Donc, le centre de recherche avec beaucoup de gens, hein, c'est un seul patient, mais beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins qui ont pris en charge le patient, beaucoup d'argent nécessaire à cette recherche qui est compliquée, dont le fameux projet UMCure dont André vous a parlé, puis évidemment, vous, les patients, leurs familles. Ce consentement, encore une fois, nous permet d'utiliser le matériel biologique et de faire tous ces travaux de recherche absolument fondamentaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc-Henri. Justement, pour rebondir, effectivement, c'est vrai que ce dont vous n'avez pas forcément notion côté patient, c'est que la réglementation ne cesse de se complexifier, peut-être même plus vite que la recherche, et ça devient extrêmement compliqué de comprendre dans quel contexte on a le droit de faire quelle recherche et pour qui, parce que la réglementation est là pour protéger les patients, mais parfois ça atteint des sommets. Et donc effectivement, le consentement nous aide énormément. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir de votre côté aussi, parce que parfois, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que la recherche n'avance pas plus vite, mais parfois, on est simplement bloqué pendant plusieurs mois, voire années, parce qu'il y a des histoires de consentement, de réglementation qui font qu'on est bloqué. À titre d'exemple, Sergio aussi pourrait témoigner quand on essaie d'envoyer simplement, de partager quelques échantillons de tumeurs pour faire des analyses pour éventuellement développer un nouveau médicament avec un laboratoire. On a des demandes d'autorisation qui sont en cours et qui vont probablement durer quelques mois. Et on est en train de réfléchir à comment on va stocker ces échantillons plutôt que de les envoyer. Donc, on peut perdre comme ça beaucoup de temps. Il y a peut-être une question que je trouve intéressante parce que c'est une confusion qui peut être intéressante pour reprendre les questions de la génétique, la génomique du cancer par rapport au constitutionnel. Il y a quelqu'un qui se demande, je ne comprends pas comment la perte d'un des deux chromosomes 3 peut passer inaperçue avant le cancer,
puisque si on perd un chromosome, on doit quand même avoir des symptômes. On ne doit pas être... En fait, c'est comme souvent dans les prédispositions héréditaires, il y a un des événements, en l'occurrence une mutation, qui est transmise des parents aux enfants et qui existe dans toutes les cellules de l'organisme. En revanche, il y a un deuxième événement qui est la perte du chromosome 3, qui, elle, ne survient que dans la tumeur. C'est pour ça qu'elle ne donne pas d'autres symptômes. Elle ne survient que dans la tumeur. Et elle va être le point de départ du processus de transformation maligne de la cellule. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce matin, il y avait des questions, c'était autour des prédispositions génétiques. Ah oui, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Il y avait des questions pour Denis. À ce moment-là, il y avait beaucoup de questions pour Denis, donc on a laissé la parole à Denis Malaise. Il y avait des questions sur pourquoi est-ce qu'on a un mélanome de l'œil. C'est la question qu'on entend très souvent en consultation. Et donc, je te laisse y répondre précisément. Si tu peux nous dire exactement pourquoi tous ces gens connectés ont fait le mélanome de l'œil et pas quelqu'un d'autre. Où est-ce qu'on en est sur le plan compréhension du phénomène? Donc, je vais dire que le premier facteur, c'est un facteur pas de chance. Le facteur, c'est on a pu exclure, par exemple, un rôle de l'environnement, exclure non, mais tous les facteurs qui ont été suspectés de type exposition au soleil, par exemple, ont été les études n'ont pas été concluantes, on a pu exclure leur rôle. Les facteurs génétiques interviennent et par exemple, on sait qu'un des risques de développer un mélanome uvéal, c'est d'être un Européen. On sait par exemple que les Africains, enfin les patients d'origine africaine ou d'origine asiatique sont très protégés contre le mélanome uvéal. C'est un des facteurs les plus importants dans le risque de mélanome uvéal. Ça veut dire quand même qu'un Européen garde peu de chances de développer un mélanome uvéal, mais malgré tout, ça va décupler le risque s'il est européen par rapport à s'il est d'origine africaine ou asiatique. Et puis, il y a des formes très rares qui sont des vraies formes où il y a une participation génétique très forte. On en a parlé ce matin, c'est les mutations héréditaires du gène BAP1 qui sont très rares, heureusement. Et il y a d'autres facteurs qu'on est en train d'étudier dans le laboratoire, comme les mutations MBD4 ou d'autres variants qui vont moduler le risque et donc qui sont très intéressants pour nous en tant que chercheurs, mais qui sont pour le moment très peu utiles pour le patient, pour identifier les patients qui seraient à risque. Il y a beaucoup de remerciements et plus beaucoup de questions. Alors, est-ce que la tumeur disparaît? Si oui, de quelle façon? La tumeur, c'est ça, je présume? Je pense que c'est ces réponses à l'immunothérapie et la fonction du système immunitaire. Une des fonctions, ça va être de reconnaître des ennemis, que ce soit des agents infectieux ou des cellules tumorales, et de tuer ces cellules. Et quand ça marche, les cellules disparaissent, les cellules tumorales, et la tumeur disparaît parce qu'elle est tuée par les lymphocytes qui reconnaissent ces cellules tumorales. Est-ce qu'une tumeur uvéale peut être une contradiction? On ne peut pas donner son sang, effectivement. On ne peut pas être donneur de sang si on a été atteint d'un cancer. S'il y a une maximale, je crois que quel que soit le recul, si un jour ou l'autre on a eu un cancer, on n'a plus le droit de donner son sang. Je suis quasiment sûr. Sommes-nous des patients à risque concernant le Covid? Oui, alors la question, les patients qui ont eu un cancer, les patients qui ont un cancer actif sont plus à risque de complications du Covid, et en particulier s'ils ont une chimiothérapie en cours, ça fait partie des critères de risque pour
pas forcément pour l'attraper, mais en tout cas pour avoir un risque de complication. Donc la question qui vient derrière, qu'on voit depuis quelques jours en consultation, qui occupe beaucoup les consultations, c'est est-ce qu'il faut se faire vacciner contre le Covid? Alors déjà, on va voir le vaccin arriver et comment il va arriver, dans quelles conditions il va arriver. Mais effectivement, les populations de patients atteints d'un cancer, et en particulier en cours de traitement de ce cancer, vont faire partie des patients prioritaires très vraisemblablement.